C'est peut-être l'un des passages bibliques les plus connus et certainement l'une des phrases les plus citées de la Bible hébraïque. Et non, il ne s'agit pas d'Ézéchiel 25-17 du film Pulp Fiction. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais ce que c'est? Quoi? Encore? Vas-y, je te mets au défi. Bonjour, je suis Daniel Siman et vous regardez Straight Up sur JNS Télévision à Jérusalem, Israël. Eh bien, tu connais le texte. Et je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12.3 est une citation célèbre de la paracha Lech Lecha dans Bereshit, le livre de la Genèse, chapitre 12. Mais surtout, il s'agit de la première phrase, le commandement d'ouverture du chapitre. Et l'Éternel dit à Avram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Ces mots marquent le début d'une alliance entre Dieu et Avram. C'est le début d'une destinée et d'une identité et le commencement d'un peuple et de sa mission. J'ai toujours été fasciné par les Écritures juives, en particulier la Torah et les sections hebdomadaires, ce que nous appelons la paracha, et par la richesse de leur sagesse tout en étant ancrées dans l'expérience humaine. Comment elles ont été étudiées et discutées, débattues et analysées année après année pendant des milliers d'années par des millions de Juifs, et pourtant elles révèlent encore de nouveaux angles et de nouvelles significations. L'histoire d'Avram, pas encore Abraham, a été racontée d'innombrables fois. Mais comme toutes les grandes histoires, elle ne vieillit jamais. Parce qu'il n'a jamais été question seulement du passé, il s'agit de nous, il s'agit du présent. Lech Lecha est plus qu'un moment historique. On peut dire que c'est l'introduction du sionisme. D'une certaine manière, c'est la première histoire d'Aliyah, l'histoire de l'immigration vers la terre d'Israël. C'est une histoire qui résonne chez beaucoup d'entre nous vivant en Israël aujourd'hui. Cela explique aussi pourquoi, parmi tous les endroits possibles dans le monde, nous, les Juifs, avons choisi de nous installer ici. Au grand mécontentement de beaucoup dans le monde, parce qu'Israël est une nation de ceux qui sont partis et qui sont revenus. Certains sont arrivés tôt, d'autres tard, certains avec des rêves, d'autres par désespoir. Mais nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, vécu l'expérience d'être déracinés, de laisser derrière nous ce qui nous est familier et de nous aventurer dans l'inconnu. Je suis venu ici enfant avec ma famille en 1971 sans comprendre ce que cela signifiait. Israël, pour moi, était un pays socialiste du tiers-monde, à l'époque poussiéreux, chaotique, sous-développé. Pourtant, ces conditions étaient un paradis comparé à ce qu'ont vécu mon arrière-grand-père Mukhtar, le rabbin Makia Goll, et mon grand-père, le rabbin Daniel Goll, lors du même voyage depuis l'Afghanistan, 50 ans plus tôt, en 1921. Notre famille, installée en Afghanistan depuis des générations, avait entendu des rumeurs sur le début de la Géoula, la rédemption. Comme Avram, pour eux, cela suffisait. Ils ont pris la décision de retourner sur notre terre ancestrale. Aucune promesse, aucune garantie, juste la foi, juste la confiance. Et ils ont rassemblé notre famille, et ils sont partis. Aujourd'hui, ils ont des centaines de descendants qui vivent ici en Israël. Et notre histoire n'est pas unique. C'est l'histoire de nombreuses familles en Israël. Et comme Avram, nous sommes tous, à notre manière, bénis de vivre en Israël. Mais Lech Lecha ne concerne pas seulement la géographie. En hébreu, cette expression porte plusieurs niveaux de signification. Cela signifie « va », oui, mais cela veut aussi dire « pars de toi-même » et, peut-être de façon encore plus puissante, cela signifie « va vers toi-même ». Le voyage d'Avon n'était pas seulement une question d'atteindre une destination, c'était une question de transformation. Il est parti en tant qu'Avram, il est arrivé et il est devenu Abraham. Il a trouvé sa raison d'être, sa propre vocation. C'est aussi l'histoire de l'Aliyah, de la migration vers Israël. Nous ne venons pas ici pour les promesses, pas vraiment. Oui, il y a les avantages tangibles, les allègements fiscaux, le logement, l'aide à l'emploi, sans parler du soleil et du temps magnifique que nous avons ici. Et il y a aussi le célèbre Akol Beseder israélien. Tout ira bien, cette promesse que nous entendons tous, mais nous savons tous que la réalité est différente. Les réalités sont, des réalités, et elles ne sont jamais faciles. Et pourtant, à travers toutes les difficultés, la frustration, la bureaucratie, le chaos et la beauté, quelque chose se passe, quelque chose change. Nous réalisons que nous n'avons pas juste déménagé, mais répondu à un appel. Le sionisme n'est ni un slogan politique, ni un programme de parti, c'est son essence. C'est un retour, une reconnexion, une redécouverte.
Cela a toujours été ainsi. Avram est venu avec la promesse divine et a affronté la famine. Il a dû faire un détour par l'Égypte. Il est revenu et a eu des problèmes avec les voisins. Différences culturelles, choc de mentalité. Ça vous parle? Il a aussi fait son service militaire quand il le fallait. Qui peut s'identifier à cela? Les parallèles étonnants avec aujourd'hui continuent. Alors qu'Avram part à la guerre, il apprend que son neveu Lot a été fait prisonnier lors d'un conflit régional et Avram n'hésite pas. Il mobilise 318 hommes et lance une opération de sauvetage audacieuse. Premier acte de courage militaire juif jamais enregistré mené par une petite force convaincue. Il affronte une coalition de rois régionaux et une puissance écrasante. Pas pour la conquête, pas pour la gloire, mais pour ramener un être cher. Le même esprit vit encore en Israël aujourd'hui, une nation entourée de menaces, mais qui n'est jamais paralysée par la peur. Depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a franchi nos frontières et enlevé 250 civils innocents, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, Israël ne mène pas seulement une guerre de défense, mais aussi une guerre de retour, de renaissance et de rédemption. Tekouma en hébreu, une guerre pour éliminer la menace et ramener notre peuple chez lui. Le combat d'Israël est implacable, diplomatique, militaire, émotionnel. C'est un combat pour la vie, pour la dignité, pour le lien sacré qui dit que nous n'abandonnons pas les nôtres. Quand nous, Juifs, lisons l'Ekleka, nous ne lisons pas juste l'histoire d'un homme en guerre, mais notre propre vie et notre terre ancestrale. À propos d'une nation qui est encore appelée à se battre, non pas pour la conquête, mais pour notre famille. Bien sûr, il y a plus que la bataille. Après la bataille vient l'alliance. Dieu ne promet pas la facilité, mais un destin. Il le dit à Avram. Tes descendants souffriront, seront exilés, seront réduits en esclavage, mais ils reviendront. Ils hériteront de cette terre. Ce ne sera pas facile. C'est une mission que nous avons héritée. Voilà, encore une fois, l'essence du sionisme, endurance et alliance. La Parachalek Aleka n'est pas un ordre divin pour un homme seul, mais une invitation pour tous, pas seulement pour les Juifs. Genèse 12.3 touche directement aux enjeux moraux et spirituels actuels du monde. Et je bénirai ceux qui te béniront. Ce n'est pas simplement une phrase poétique, c'est une déclaration divine. La façon dont le monde traite le peuple juif et l'État d'Israël compte. Cela a des conséquences. La réaction du monde depuis le 7 octobre a été mitigée. Certaines nations se sont tenues fermement aux côtés d'Israël, offrant leur soutien, leur solidarité et une clarté morale. D'autres nous ont condamnés ou justifié les atrocités contre nous. Genèse 12.3 nous rappelle qu'il n'y a pas de neutralité face au mal. Bénir Israël en ces temps de douleur, c'est soutenir la justice. Maudire Israël ou rester silencieux, c'est se placer du mauvais côté de l'histoire. Pourtant, le verset finit non sur la vengeance, mais sur l'espoir. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la mission juive d'être une source de bénédiction, d'apporter la lumière au monde, même lorsqu'on est entouré de ténèbres. Le combat d'Israël aujourd'hui est à la fois militaire et moral. Il vise à défendre la vie, la dignité et la sainteté de chaque être humain. Ceux qui bénissent ce combat et soutiennent Israël, que ce soit dans le confort ou la crise, font partie de la bénédiction. Ils font partie de l'alliance. Ils font partie de l'histoire. Alors, lorsque nous lisons Genèse 12, nous ne lisons pas seulement des paroles anciennes, nous lisons un miroir, une mesure, une boussole morale pour aujourd'hui. Peut-être est-ce l'écho de la voix de Dieu dans Abraham qui vibre encore dans notre acide désoxyribonucléique collectif. Peut-être est-ce quelque chose de plus profond. Un désir inexplicable, seulement ressenti, nous attire ici, en Israël, en y venant. Nous ne trouvons pas seulement un nouveau foyer. Nous trouvons un sens, nous trouvons un but, nous découvrons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous, et surtout, nous nous trouvons nous-mêmes. Eh bien, voilà pour les histoires bibliques et la façon dont elles influencent nos vies et comment elles sont liées à notre vie aujourd'hui. Alors, passons à notre vie d'aujourd'hui. Je me suis dit, qui mieux qu'un journaliste chevronné, un ami à moi travaillant depuis des années dans les médias israéliens et couvrant les événements ici. Il a aussi commandé Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne, pendant quelques années. Et maintenant, il est le correspondant politique, l'analyste politique pour le journal Israël Hayom. Et naturellement, il s'occupe des événements quotidiens
et je voulais lui parler aujourd'hui pour qu'il nous donne quelques-unes de ses analyses en cours de route. Où vont les choses? Comment avancent-elles? Et à quoi devrions-nous prêter attention? Danny, merci de nous rejoindre. Merci. Alors, allons-y. La vue d'ensemble, c'est l'accord. Comment tu sens que ça se passe? Est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? Je ne parle pas des impressions, mais du tachlis en hébreu. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Et qu'est-ce que tu vois vraiment se passer avec ça? Pouvez-vous nous indiquer ce à quoi nous attendre désormais? Je pense que les jours qui arrivent maintenant sont les plus importants parce que maintenant, c'est le grand test de tout l'accord, de tout le plan de Trump. Si le Hamas, après avoir rendu les otages vivants, accepte de remettre ses armes, et c'est la chose la plus importante, et c'est la question clé de tout l'accord, cela signifie que si le Hamas ne le fait pas, en gros, les forces de défense israéliennes devront entrer à nouveau à Gaza pour le désarmer par la force ou par la violence, comme l'a mentionné le président Trump. Et nous espérons que cela n'arrivera pas parce qu'il y a différentes voix au sein du Hamas. Bien, il y en a qui disent « Nous n'abandonnerons jamais les armes tant que nous n'aurons pas un État palestinien ». Et il y en a d'autres qui disent qu'ils doivent le faire, parce que sinon les forces de défense israéliennes interviendront. C'est la principale raison qui les a poussés à agir ainsi. Donc maintenant, ce sont les jours où nous allons avoir les réponses. J'espère qu'elles viendront bientôt. Et bien sûr, il y a la restitution, vous savez, des otages décédés, ces corps qu'ils sont censés exhumer de la terre. Mais nous savons qu'ils détiennent déjà au moins 5 à 8 corps et qu'ils sont en train de les restituer. Donc cela ne donne pas une bonne... Vous savez, le Hamas joue encore à des jeux. Et Israël attend que l'Amérique, les États-Unis ainsi que l'Égypte, le Qatar et la Turquie fassent pression sur le Hamas pour qu'ils poursuivent l'accord. C'est notre lieu de séjour actuel. Et les gens doivent comprendre que cet accord comporte plusieurs niveaux. Le président, les États-Unis et, je pense, d'autres partagent une vision plus large. Israël et de nombreux pays musulmans souhaitent que cela se produise. Avoir ce genre d'acceptation d'Israël et aller vers l'avenir. Ensuite, il y a les aspects locaux, qui incluent bien sûr la Syrie, le Liban, le Hezbollah, la Turquie et l'Égypte en extension. Et, comme vous l'avez mentionné auparavant, le Hamas. Donc, en fait, c'est un domino qui tombe après l'autre. Nous devons régler la question du Hamas afin de pouvoir corriger les autres choses qui seront nécessaires pour atteindre cet objectif majeur, ce qui représente un changement total de ce que nous connaissons comme le Moyen-Orient et tel qu'il a été au cours du siècle dernier. Et le Hamas le sait, et le Hamas le sait, et le Hamas se retient un peu à cause de cela. Avec l'aide de l'Iran, avec l'Iran derrière lui, c'est pratiquement le seul État, la seule nation qui le soutient maintenant, qui l'aide. Et l'Iran le pousse à ne pas abandonner, à continuer le combat contre Israël et à empêcher tout le grand plan qu'Israël, les États-Unis, bien sûr ce que nous appelons le méga-plan de Donald Trump, le président, et donc des accords de paix avec l'Arabie saoudite et peut-être d'autres pays comme la Syrie, le Liban, etc. Et tout le nouveau Moyen-Orient, un véritable nouveau Moyen-Orient, c'est ça l'idée. Et la guerre à Gaza est ce qui retient les choses, c'est ce qui fait obstacle maintenant jusqu'à présent. Et c'est pourquoi il est si important que dans les prochains jours, peut-être semaines, nous sachions, nous verrons cela. Il y a une forte pression sur le Hamas pour qu'il rende ses armes et surtout pour... Allons ensemble vers la fin de la guerre avec l'accord de la conclure vraiment. Lui dehors, c'est-à-dire Hamas, en tant qu'organisation terroriste, doit rendre ses armes et la force multilatérale interviendra et prendra le pouvoir plus ou moins pour empêcher que des choses se produisent contre Israël, des attaques terroristes contre Israël. Et c'est cela qui ouvrira la porte à tout l'avenir que nous espérons pour le Moyen-Orient. Et en même temps, vous avez aussi quelque chose de similaire. Ce n'est pas dans la même mesure, parce que je crois que nous avons pu démanteler le Hezbollah plus que nous ne l'avons fait avec le Hamas, pour différentes raisons. Notre attention sera-t-elle bientôt détournée vers le Liban, peut-être dans les prochains jours ou la semaine à venir?
Le gouvernement libanais du Hezbollah ne parvient pas non plus à désarmer le Hezbollah, ce qui s'inscrit dans ce contexte plus large. Oui, le Hezbollah est clairement un gros problème. Et ces jours-ci, il y a des négociations entre Israël et le gouvernement libanais. Et le président, qui est l'homme actuellement en charge, essaie de faire en sorte que le Hezbollah soit écarté. Au moins au sud du fleuve Litani, c'est-à-dire à 30 ou 40 kilomètres de la frontière israélienne. Et après cela, aller vers la plaine de la Beka, qui est la principale zone où le Hezbollah détient ses missiles. Maintenant, nous avons des nouvelles selon lesquelles le Hezbollah a renouvelé certains des missiles qu'Israël avait déjà fait exploser pendant la guerre. C'était il y a environ un an. Comment ont-ils obtenu cela? Il y avait les Iraniens, c'était des Iraniens. Oui, des Iraniens, et je ne suis pas sûr que cela vienne directement d'Iran, mais des missiles iraniens sont certainement arrivés jusqu'à Hamtou, les bases actuelles du Hezbollah dans la Beka. Mais d'un autre côté, la région sud, le fleuve Litani et le sud, Israël travaille dur pour empêcher le Hezbollah de revenir avec l'aide de l'armée libanaise. Ce qu'ils n'admettent pas toujours, mais avec leur aide. Mais le Hezbollah continue d'essayer de revenir dans cette région et il a peut-être même réussi à certains endroits. Cette situation devrait se poursuivre car le Hezbollah est bien plus important que le Hamas. Il est bien enraciné au Liban et cela va être... Il ne sera pas facile de le désarmer. J'ai bien peur que cela prenne des années. Mais cela n'empêchera pas Israël et le Liban de conclure une forme d'accord sans certitude qu'il s'agisse d'un accord de paix. Cela rendra cette frontière beaucoup plus paisible pour Israël et aidera à reprendre une vie normale à la frontière nord d'Israël. Si nous parlons de la frontière nord, bien sûr, il y a la situation en Syrie qui a également changé, a évolué de façon spectaculaire au cours de l'année écoulée. Et il semble qu'il y ait des pressions maintenant. Israël est entré dans certaines zones de la Syrie, a pu désarmer. L'armée syrienne elle-même a offert une certaine protection à certaines minorités en Syrie. Et maintenant, la Syrie se rétablit avec une nouvelle direction. Mais ils ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Ils cherchent à, et c'est un article intéressant que j'ai vu que vous avez écrit cette semaine, sous l'influence de la Turquie, ils tentent de changer la direction des choses. Pouvez-vous préciser ce point? Oui, eh bien, il y a des discussions en cours entre Israël et la Syrie, directes et indirectes, qui sont censées aboutir à une sorte d'accord de sécurité entre les deux parties. Les Syriens exigent le retrait des troupes israéliennes en Israël jusqu'aux lignes. Nous, bien sûr, ne voulons pas cela parce que nous savons que si nous le faisons, des groupes terroristes vont revenir encore une fois à la frontière d'Israël, à Hamat Golan, plateau du Golan. Il faut interrompre et préciser à nos téléspectateurs que les zones actuelles sont particulières topographiquement. Elles leur permettent de mieux observer l'intérieur d'Israël. Donc, surtout lorsqu'on a un gouvernement instable là-bas, on ne veut pas donner un avantage aux terroristes sur Israël. Oui, instable est un mot pour décrire ce gouvernement. Nous devons nous rappeler, nous ne pouvons pas oublier qui est Shah, le président. Il est certainement l'un des pires terroristes musulmans qui étaient dans la région. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il s'est refait une réputation. Il a été blanchi par trop de gouvernements occidentaux et trop rapidement. C'est vraiment incroyable. Et il faut bien dire que c'est avec l'aide d'Israël qu'il est revenu au pouvoir. Parce qu'après l'attaque contre le Hezbollah s'est retiré du Liban. Et ensuite, il a réussi à le faire et bien sûr, il a renversé Assad. Mais le fait est qu'il essaie de montrer qu'il cherche la paix, qu'il essaie de faire reconstruire la Syrie, etc., etc. Mais d'un autre côté, il continue de combattre les Kurdes et les Druzes, les Kurdes à l'est et les Druzes au sud-est. Des scènes d'horreur ont eu lieu là-bas à cause des actes de ses forces envers les Druzes. Nous aidons les Druzes. Israël aide les Druzes, non seulement à cause de la minorité druze en Israël, mais aussi parce que c'est l'un de nos alliés. Et cela peut l'être. Donc, la situation actuelle est que
lors de ces discussions avec les pourparlers avec la Syrie, Israël refuse pour l'instant de se retirer. Jusqu'à, parfois on ne sait pas combien de temps, jusqu'à ce que nous ayons, tout d'abord, une ligne directe vers la région Druze, ce qu'on appelle les monts des Druzes, la montagne des Druzes, qui se trouve à la frontière avec la Jordanie, entre la Syrie et la Jordanie. Et pour s'assurer qu'aucun groupe terroriste ne pénètre dans la zone où se trouve maintenant l'armée israélienne, ou du moins au sommet, depuis le mont Hermon, le Camon syrien, etc. Alors les Syriens ont décidé qu'ils allaient essayer de faire pression d'une autre manière, d'une manière différente, c'est-à-dire de réclamer à nouveau le plateau du Golan. Le plateau du Golan est légalement israélien. Pour quelle raison? Cela fait déjà 30 ans, 40 ans déjà. Nous savons qu'avec un tel régime terroriste, nous ne pouvons rien céder du plateau du Golan, car ce serait une réelle menace pour Israël. Nous exigeons légalement le plateau du Golan pour Israël, comme je l'ai dit, alors que les Syriens essaient de renouveler leurs revendications sur ce territoire. Une explication à cela est que ce n'est qu'avec les négociations, en essayant de faire pression d'un côté pour obtenir quelque chose de l'autre côté. Mais il y a aussi un autre point de vue à ce sujet, à savoir que la Turquie les pousse à agir ainsi. Pour repousser Israël, vous savez, parce que la Turquie se trouve de l'autre côté de la Syrie. Il y a la Turquie, la Syrie et Israël, et ils essaient d'exercer plus de pression sur Israël parce que la Turquie est, il faut s'en souvenir, un rival d'Israël au Moyen-Orient maintenant, surtout avec ce président, contrairement à avant où nous étions de bons amis. Le président Erdogan, bien sûr, c'est de lui que je parle. Donc en Israël, je n'ai vu aucune réaction sérieuse à cela, ce qui est intéressant. Je crois qu'ils veulent calmer la situation sans répondre de façon bruyante et d'en faire tout un plat. Je pense que l'ambassadeur Danny Danon va prendre la parole à l'Organisation des Nations Unies à la réunion du Conseil de sécurité le mois prochain. Il en parlera, mais ils veulent éviter d'en faire trop. Je pense que l'accord de sécurité n'est pas très loin. L'une des principales raisons est l'implication des États-Unis. Les États-Unis comprennent qu'Israël a besoin des bases de sécurité, des bases à l'intérieur de la Syrie pendant un certain temps pour s'assurer qu'aucun groupe terroriste n'y pénètre. Au moins jusqu'à ce que le gouvernement à Damas puisse s'assurer que cela n'arrivera pas. Nous ne sommes pas sûrs que cela arrivera. Nous savons que cela n'arrivera pas. Si nous revenons sur le plateau du Golan, comparé à d'autres éléments du Moyen-Orient, la Turquie, avec tout ce qu'elle a, je dirais, son mécontentement envers Israël. Il reste membre de l'OTAN et garde des bases américaines. Ma famille, mon père était dans l'armée de l'air américaine, donc il a servi en Turquie. Nous avons vécu à Izmir quelques années. Ce n'est qu'une des bases là-bas. Donc l'Amérique a beaucoup, les États-Unis ont beaucoup d'influence sur la Turquie. Donc quoi qu'il arrive là-bas, il y a toujours d'autres aspects qui peuvent l'affecter. De l'autre côté, nous avons l'Égypte. Nous avons effectivement un accord de paix avec eux. Nous avons un accord de paix. Les États-Unis en sont les garants. Cela remonte à 1978 et aux accords de Camp David à l'époque. Mais malgré tout, nous savons qu'ils ont aidé à approvisionner le Hamas pendant très longtemps. Et il y a beaucoup de discussions sur les tensions qui se déroulent dans le Sinaï avec l'Égypte. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui se passe là-bas? l'Égypte est difficile à comprendre, je dois dire, difficile à comprendre, parce qu'ils ont besoin de nous, d'une certaine manière, l'intelligence. Nous les aidons, et nous les aidons à combattre les tribus de l'État islamique dans le Sinaï. Nous les avons beaucoup aidés, et ils ont eu de très gros combats avec eux. Vous savez, ils ont eu des affrontements avec eux. Les tribus de l'État islamique ont agi comme étant des attentats terroristes, et ils ont combattu l'armée égyptienne. Nous les avons aidés à ce moment-là. Nous les aidons avec ça. C'est en fait un accord qui va être signé très bientôt, l'accord sur le gaz. Nous leur vendons du gaz naturel provenant des Israéliens en Méditerranée qui va vers l'Égypte. Et l'Égypte en a vraiment, vraiment besoin, on peut le dire, parce que c'est une source d'énergie pour eux. La deuxième raison, c'est pour la vente. Ils prennent ce gaz et ensuite,
ils le liquéfient et le vendent à l'Europe. Ils ont un gros problème, un problème d'argent. Ils ont un gros problème de devises étrangères et ils ont besoin de ces devises. Tu n'es donc pas inquiet pour eux? Ils font peut-être semblant d'être durs, mais tu n'es pas inquiet qu'ils enfreignent les règles ou autres. Ils enfreignent déjà les règles, comme tu l'as dit plus tôt. D'abord, dès qu'ils ont laissé le Hamas avoir toutes ces armes sous leurs yeux avec leur aide et parfois par la frontière de Rafah, par les tunnels. Certains de ces tunnels étaient en fait du côté égyptien sur des bases de l'armée égyptienne. Donc, ils en faisaient partie et ils ont contribué à l'escalade. Et ils ont participé à donner au Hamas les armes qui menaçaient Israël et à attiser le feu entre le Hamas et Israël. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est problématique aux yeux des Israéliens, bien sûr, c'est que beaucoup de forces arrivent d'Égypte, du côté africain du canal pour le Sinaï. Je parle de nombreux chars et véhicules blindés non autorisés par les accords. Au début, c'était avec la permission d'Israël pour certaines quantités afin de combattre Daesh, mais ensuite, ils en ont amené beaucoup plus, beaucoup plus. Et la troisième chose, c'est trafic important d'armes et de drogue à la frontière. Et maintenant, ils permettent, ou du moins ils ne combattent pas, le trafic d'armes et d'armes avec des drones au-dessus de la frontière entre Israël et l'Égypte. Et c'est en très grande quantité, et c'est de la contrebande vers les tribus bédouines du côté israélien, et de là, beaucoup d'armes. Et je ne parle pas seulement de pistolets, nous parlons de mitrailleuses. Nous parlons de petits missiles et de missiles anti-chars. Des missiles anti-chars. Waouh, j'avais entendu parler des mitrailleuses lourdes. Je ne savais pas pour les missiles anti-chars. Oui. Et le truc, c'est que si c'était seulement des pistolets, et je ne connais pas trop les armes comme le M16 ou autres, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont besoin de ça pour un truc criminel. Mais quand tu amènes des mitrailleuses et des missiles anti-chars, c'est une toute autre histoire. Donc maintenant, le Shabak israélien, l'organisation de sécurité, va commencer à vérifier ça et j'espère qu'ils vont l'arrêter. Mais ce que tu vois de l'Égypte, c'est qu'ils ne font rien pour arrêter ça. Et aussi quand tu évoquais l'Égypte et disais qu'Israël les aide. Nous n'avons rien entendu depuis un moment. Je me demande pourquoi il ne nous manque plus ou n'envoie plus de missiles. Je parlais des scoutis au Yémen. On peut en plaisanter maintenant. Mais leurs actions là-bas, dans les détroits de cette région, affectaient aussi l'Égypte. Nous affectons le canal de Suez avec les navires qui le traversent, l'argent qu'ils y gagnaient. Donc, nos activités contre les Houthis, ainsi que celles des États-Unis, ont aussi eu un effet positif ou finiraient par bénéficier aux Égyptiens? Alors, tout d'abord, y a-t-il quelque chose à ajouter sur les Houthis en ce moment? Et comment vont les Égyptiens? De plus, vont-ils bénéficier du fait que les Houthis soient désarmés, si on veut l'appeler ainsi? Oui, j'ai déjà parlé du problème qu'ils ont avec la devise étrangère. Et je pense qu'ils ont perdu entre 5 et 10 milliards de dollars par an à cause des navires qui ont cessé de passer par le canal de Suez. C'est l'un des exemples. Et les Égyptiens ont tout intérêt au monde à faire que la guerre de Gaza s'arrête. C'est leur principal intérêt. Et c'est pourquoi j'ai été surpris de voir pendant les négociations que trop souvent ils étaient, je ne dirais pas qu'ils aidaient le Hamas, mais au moins ils ne faisaient pas assez pression sur lui pour arrêter la guerre. Mais oui, ils vont devoir. Eh bien maintenant, quand les Houthis, ils se sont essentiellement arrêtés, mais les navires ne viennent toujours pas avec le même flux qu'avant. Et je dois dire que contre les Houthis, nous avons combattu. Israël leur a infligé de lourds dégâts, même si les Américains se sont arrêtés à un moment. Et les attaques, encore une fois, contre les navires qui viennent d'Iran avec des armes pour les Houthis, ils ont plus que quelques navires. Ils essaient à nouveau de reconstruire leur programme de missiles et d'autres types d'armes. Et au moins 2 ou 3 navires qui ont été soit arrêtés, soit attaqués par, qui sait, des forces sur le chemin des Houthis, dans les zones des Houthis. On ne peut pas appeler ça le Yémen parce que les deux Yémen et les Houthis contrôlent une grande zone là-bas.
Je pense qu'ils attendent de voir ce qui va se passer en Israël dans la guerre de Gaza. Mais je pense qu'ils sont battus. Ils essaient en quelque sorte de se reconstruire et d'éviter de perdre tout le gouvernement avec la guerre contre le gouvernement saoudien et yéménite. Et c'est pour cela que pendant un certain temps au moins, nous aurons du calme de cette frontière, de cette région. Mais je ne suis pas sûr que cela tienne longtemps, parce que je pense qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont toujours là. Et ils sont un bras de l'Iran, et l'Iran veut vraiment déstabiliser la région. Donc, je ne suis pas sûr que la menace des Houthis ait disparu. Donc, en gros, la façon dont nous voyons toutes ces choses, c'est que lorsque quelqu'un parle de la fin de la guerre, eh bien, à ce stade, c'est une guerre qui dure depuis presque 80 ans maintenant. Et c'est une nouvelle étape dans cette guerre. C'est une étape très historique. Nous pourrions mettre fin à cette étape, mais il y a ceux qui, quand on parle des Égyptiens, c'est presque naturel pour eux d'essayer de saper Israël et sa présence ici. Donc nous ne devrions pas être trop optimistes à ce sujet. Nous pourrions mettre fin à la bataille, mais il y aura toujours ces forces qu'il faudra reconnaître et auxquelles il faudra faire face. Je voudrais juste terminer par une dernière chose, à savoir la Judée et la Samarie, l'autorité palestinienne, la Jordanie, qui sont proches d'eux. Des idées à ce sujet? Il y a aussi une activité israélienne dans cette région. Je conclurai là-dessus. Selon vous, que pourrait-il arriver dans cette région et quelle orientation cela prend-il pour la Jordanie et la Judée-Samarie? Oui, je vais commencer par un sondage qui a été publié ces derniers jours. Il y a l'Institut ISTI de Fatrish Kati, qui est plutôt fiable, ou du moins le seul fiable en Cisjordanie, qui a interrogé le soutien du peuple palestinien concernant la guerre à Gaza, l'attaque du Hamas, l'attaque du 7 octobre. Pourtant, plus de 50% de la population soutient cela. Même s'ils ont vu quel en était le résultat, malgré tout, même s'ils ont vu ce qui est arrivé à Gaza et à tant de personnes tuées là-bas. Et vous savez, le problème reste que nous avons un problème très sérieux avec le peuple palestinien, avec leur volonté de démolir Israël. Et c'est une volonté qu'il sera très difficile de changer. Et si cela doit se produire avec, vous savez, le plan de déradicalisation et le plan d'éducation, etc., cela prendra des années. Donc, c'est la base. C'est toujours la base de tout cela. Maintenant, la situation sur le terrain est que Tsahal travaille très dur pour empêcher les attaques terroristes. En fait, il y a justement une nouvelle qui vient de tomber, qui vient d'arriver. Ils ont empêché une attaque d'un prisonnier qui avait été libéré lors d'un des accords sur les otages. Wow! Ils l'ont attrapé. Et oui, à l'instant, ils ont publié ça. Donc, ils vont continuer. Mais l'armée a changé la façon dont il agit en Cisjordanie plus en profondeur avec des forces bien plus importantes. Et nous pourrons empêcher la plupart des attaques. Nous savons que le Hamas, après le cessez-le-feu à Gaza, essaie de poursuivre les attaques terroristes. Eh bien, d'abord à Gaza aussi, je veux dire à Khan Younis et à Rafah. Nous l'avons vu l'autre jour. Ils continuent d'attaquer. Et le Hamas prétend que ce ne sont pas leurs gens ou qu'ils n'ont aucun lien, ce qui est bien sûr des conneries. Excusez mon langage. Mais en Cisjordanie, ils essaient toujours et ils vont essayer encore plus maintenant. Nous travaillons très dur là-bas. Maintenant, la question est de savoir ce qui se passera si la guerre à Gaza se termine et que l'accord, le plan Trump continue. Parce que là-bas, il y a une perspective pour les Palestiniens, pour un État palestinien. Vous savez, il y a un article là-bas qui mentionne que dans le futur, après de plus grandes réformes, après la déradicalisation, etc., donc ils auraient soi-disant une lumière au bout du tunnel, soi-disant. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont suivre le processus de déradicalisation? J'ai de gros doutes à ce sujet. Peut-être qu'ils le feront, enfin, mais au moins maintenant ils sont tenus à certaines normes et qu'on ne leur donne pas tout simplement tout dans cette croyance que si on leur donne, ils voudront la paix avec nous. Comme nous pouvons le voir, ce n'est pas dans leur nature. Mais si vous leur donnez, essayez de créer une sorte d'incitation, peut-être que cela fonctionnera. Mais, comme vous l'avez dit, l'histoire a montré que l'optimisme n'est pas permis ici. C'est aussi ce que l'accord a essayé de faire.
Oui, exactement. Danny Zakin. Nous aurions pu continuer indéfiniment avec ça. Je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous et d'avoir partagé vos réflexions sur l'énigme qui se déroule ici au Moyen-Orient. Danny Zakin, comme je l'ai mentionné, est l'analyste politique du journal Israël Hayom, ancien commandant de la station de radio de Tzahal, Galei Zahal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci également à tous nos téléspectateurs d'être avec nous ici. Je suis Daniel Siman. À la semaine prochaine.